jetant un regard entre mon futur ex-femme et moi. Quand Léa a sorti son vieil iPad et a appuyé sur lecture, le silence est devenu total dans la pièce. Je m'appelle Stéphane Morel, j'ai 52 ans, et j'ai passé les 25 dernières années à concevoir des ponts à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je n'avais jamais imaginé que j'aurais besoin de construire un pont pour revenir vers ma propre vie, mais c'est exactement là où je me suis retrouvé l'été dernier, dans un bureau de médiation sans fenêtre du centre-ville de Lyon, regardant mon monde se reconstruire d'une manière que je n'aurais jamais soupçonnée. Céline et moi étions mariés depuis 15 ans. Nous nous étions rencontrés lors d'un gala de charité à Paris, à l'époque où j'étais un jeune ingénieur et qu'elle gravissait les échelons dans le marketing de luxe. Elle était magnétique, pleine d'assurance, le genre de personne capable de commander une salle entière sans jamais hausser le ton. Je suis tombé éperdument amoureux d'elle. Nous nous sommes mariés en 1 an, nous nous sommes installés à Lyon pour mon travail, et 5 ans plus tard, Léa est née. Pendant la première décennie, tout semblait solide. Je travaillais sur de grands projets d'infrastructure, Céline faisait carrière dans une agence de communication réputée, et Léa passait du stade de bambin curieux à celui d'enfant réfléchi et observatrice. Mais il y a environ 3 ans, les choses ont commencé à basculer. Le projet de rénovation du viaduc de Givors a littéralement consumé ma vie. Les journées de 12 heures sont devenues des journées de 14 heures, les inspections de chantier le week-end sont devenues la routine. Je dessinais quelque chose qui allait durer des générations, mais j'étais en train de rater le présent. Les reproches de Céline ont commencé progressivement, tu n'es jamais là pour le dîner, puis ils se sont intensifiés, Léa avait son spectacle de danse ce soir, tu avais promis d'être là. J'essayais d'expliquer que les délais du chantier étaient critiques, que les dépassements de budget m'obligeaient à être sur place en permanence, que c'était temporaire. Elle me regardait avec ses yeux verts glacial et disait, c'est toujours temporaire avec toi, Stéphane. Sauf que ça ne s'arrête jamais. Je pensais qu'elle comprenait. Je pensais qu'elle savait que je faisais ça pour nous, pour notre avenir. Ce projet allait m'assurer un poste de directeur technique, peut-être même des parts dans le cabinet. Nous pourrions enfin acheter ce chalet à Annecy dont elle avait toujours rêvé, et les études supérieures de Léa seraient garanties. Je n'avais pas réalisé que Céline avait arrêté d'attendre notre avenir, elle avait commencé à construire son propre présent. Les papiers du divorce sont arrivés un mardi de mars, remis à mon bureau de chantier par un huissier qui avait l'air presque désolé. Je suis resté assis là, avec mon casque blanc et mon gilet de sécurité, à lire des mots comme « rupture de la vie commune »,« délaissement des devoirs conjugaux » et « abandon émotionnel ». Mes mains tremblaient en arrivant à la partie sur la garde de l'enfant. Céline demandait la garde exclusive de Léa, invoquant mon absence chronique et ma priorité absolue donnée à ma carrière au détriment de ma famille. Ce soir-là, je suis rentré dans notre maison des Monts d'Or, celle avec la vue sur la Saône pour laquelle nous avions économisé chaque centime il y a 12 ans. Céline était dans la chambre en train de faire ses valises. Léa était dans sa chambre, porte fermée, avec de la musique en fond sonore. J'ai frappé. Entre, papa. Elle était assise sur son lit avec son vieil iPad sur les genoux, celui que nous lui avions offert il y a 3 ans et qu'elle avait délaissé pour son téléphone. Elle m'a regardé avec ses yeux noisettes sérieux, et j'y ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant, de l'inquiétude, et autre chose, une sorte de savoir. Ta mère t'a dit ? Ai-je demandé en m'asseyant sur le bord du lit. Elle m'a dit que vous vous sépariez. Elle a dit que tu travaillais trop et que tu ne tenais plus à nous. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing physique. Léa, ma puce, ce n'est pas vrai. Je tiens à toi et à ta mère plus que tout au monde. Le projet au boulot a été intense, mais c'est presque fini. Je pensais qu'elle comprenait. Papa, m'a interrompu Léa d'une voix calme, est-ce que je peux te demander quelque chose ? Bien sûr. Comment on sait quand quelqu'un nous ment ? La question m'a pris de court. Eh bien, parfois les gens évitent ton regard, ou leur histoire ne tient pas debout, ou tu as juste ce sentiment que quelque chose ne va pas. Pourquoi tu me demandes ça ? Elle a regardé son iPad, puis m'a regardé à nouveau, juste comme ça. Elle a marqué une pause. Papa, est-ce que tu penses que la vérité est toujours importante, même si elle fait mal ? J'ai scruté son visage, essayant de comprendre le fond de sa pensée. Oui, ai-je dit prudemment. Je pense que la vérité compte, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Elle a hoché la tête lentement, puis m'a serré fort dans ses bras. Je t'aime, papa. Moi aussi je t'aime, ma puce.
La médiation a été fixée 2 mois plus tard. Céline avait engagé Maître Lefebvre, une avocate connue pour représenter les épouses dans les divorces à gros enjeux financiers. De mon côté, j'étais avec Maître Dupuis, un avocat en droit de la famille recommandé par un collègue. Elle invoque le délaissement affectif, m'a expliqué Maître Dupuis lors de notre premier rendez-vous. Elle vous dépeint comme un père absent, obsédé par son travail, déconnecté de sa famille. Elle va utiliser vos heures supplémentaires contre vous. Mais je subvenais à leurs besoins. Me suis-je exclamé. Les primes, la sécurité matérielle. Je comprends, a dit Dupuis doucement, mais le tribunal de la famille n'est pas une question de logique. C'est une question de perception. Nous devons montrer que vous êtes un père investi, que votre absence était temporaire et liée au travail, pas un des intérêts personnels. J'ai passé les semaines suivantes à tout documenter, des photos de Léa et moi au match de foot, des mails où j'organisais mon emploi du temps autour de ses événements scolaires, des SMS montrant que je l'aidais pour ses devoirs à distance. C'était clinique, réduisant la paternité à des dossiers de preuves. Céline, de son côté, construisait son propre récit. J'ai appris qu'elle documentait tout elle aussi, des photos de chaises vides au dîner, des captures d'écran de mes messages, je rentrerai tard, un journal intime où elle notait chaque anniversaire manqué, chaque sortie annulée, chaque promesse non tenue. C'était parfois vrai, parfois exagéré, mais en le lisant, j'ai vu comment elle avait perçu notre mariage, et cela m'a dévasté. Avais-je vraiment été si absent? Avais-je vraiment priorisé l'acier et le béton sur les gens que j'aimais? Léa faisait la navette entre nous deux pendant ce temps. Céline s'était installée dans un appartement dans le 2e arrondissement, et nous avions convenu d'un planning provisoire. À chaque fois que Léa revenait de chez sa mère, elle semblait plus silencieuse, plus renfermée. J'essayais de lui en parler, mais elle disait simplement qu'elle gérait la situation. J'ai remarqué qu'elle avait recommencé à emporter son vieil iPad partout avec elle. Quand je lui ai posé la question, elle a dit qu'elle s'en servait pour écrire son journal, que sa psychologue scolaire lui avait suggéré cela pour évacuer ses sentiments. J'étais soulagé qu'elle ait un exutoire, mais je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait réellement. La séance de médiation était prévue un jeudi matin dans un immeuble de bureaux du quartier de la Pardieu, un de ces espaces aseptisés avec de l'art abstrait et des meubles modernes inconfortables. La médiatrice, Madame Sophie Bernard, était une femme d'une 60aine d'années avec un regard bienveillant mais ferme. Elle a expliqué que, bien que ce ne soit pas un tribunal, ses recommandations auraient un poids significatif auprès du juge si nous ne parvenions pas à un accord. Céline est arrivée avec Maître Lefebvre, toutes deux vêtues de tailleurs impeccables. Céline avait l'air parfaite, calme, l'image même de la femme d'affaires accomplie. J'étais dans mon meilleur costume, me sentant gauche et mal à l'aise. Maître Dupuis était à mes côtés avec sa mallette pleine de nos preuves. Léa est arrivée séparément, comme Madame Bernard l'avait demandé, elle voulait parler à Léa en privé d'abord pour avoir son point de vue sans influence parentale. Quand Léa est entrée dans la salle commune, elle portait son uniforme de collège, son sac à dos sur les épaules et son iPad sous le bras. Madame Bernard nous a guidés à travers le processus standard. Chaque partie présentait sa position, puis nous discutions de la garde, du partage des biens et de la pension. Céline a commencé. Elle était éloquente, persuasive, émue au bon moment. Elle a raconté comment elle avait été le seul parent présent pendant des années, comment elle avait assisté à chaque réunion parents-prof, à chaque rendez-vous chez le médecin, essayant de maintenir les morceaux de notre famille pendant que je disparaissais dans mon travail. Je ne dis pas que Stéphane est une mauvaise personne, a-t-elle dit, la voix légèrement tremblante, mais il est absent. Il est absent depuis des années. Léa a besoin de stabilité, de cohérence, d'un parent qui est physiquement là. Je peux lui offrir ça. Je ne pense pas qu'il le puisse. Maître Lefebvre a présenté leurs preuves, photos, SMS, ce fameux journal intime accablant. C'était terrible. Je ressemblais exactement à ce que Céline affirmait, un père qui avait démissionné. Puis ce fut notre tour. Maître Dupuis a présenté notre contre-récit, oui, j'avais travaillé énormément, mais c'était lié à un projet précis, temporaire, et fait pour assurer la sécurité financière de la famille. Je restais investi auprès de Léa quand j'étais là, je n'avais jamais manqué un Noël. Monsieur Morel est un père dévoué, a argumenté Dupuis. Ses horaires ont été exigeants, mais ce n'est pas du délaissement. C'est un ingénieur travaillant sur des infrastructures critiques. Les heures étaient nécessaires, mais il a toujours fait de sa fille sa priorité quand il était présent.
Cela sonnait creux, même à mes oreilles. La version de Céline semblait plus réelle, plus humaine. La mienne ressemblait à des excuses. Madame Bernard écoutait les deux parties en prenant des notes, son expression neutre. Puis elle s'est tournée vers Léa, qui était restée assise tranquillement près de la fenêtre. Léa, a dit doucement Madame Bernard, tu as entendu ce que tes deux parents ont dit. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager? Souviens-toi, c'est un espace protégé. Tu n'auras pas de problème en étant honnête. Léa a regardé sa mère, puis moi, puis son iPad. Elle a pris une grande inspiration. Est-ce que je peux partager quelque chose que papa ne sait pas encore? A-t-elle demandé d'une voix stable mais basse. Les sourcils de Madame Bernard se sont légèrement haussés. Bien sûr, Léa. Que veux-tu partager? Céline s'est tendue. Je l'ai vue à ses épaules, à la façon dont ses mains agrippaient les accoudoirs de sa chaise. Léa s'est levée, a marché vers le centre de la pièce et a posé son iPad sur le bureau de la médiatrice. J'ai des enregistrements, a-t-elle dit, des 3 derniers mois. Je pense qu'ils sont importants. Mon cœur battait la chamade. Des enregistrements de quoi? Des conversations, a précisé Léa. À la maison. Quand maman pensait que je ne pouvais pas entendre. Elle a regardé Céline. Je suis désolé, maman, mais je ne peux pas te laisser mentir sur papa. Le visage de Céline est devenu livide. Léa, de quoi tu parles? Léa a appuyé sur lecture pour le premier enregistrement. La qualité audio était correcte, les voix claires. J'ai entendu la voix de Céline d'abord, puis celle d'un homme que je ne reconnaissais pas. Il riait. Puis la conversation est devenue intime, discutant de plans pour se voir, expliquant comment Céline me dirait qu'elle était au yoga ou qu'elle travaillait tard. La voix de l'homme a demandé, il ne sait toujours rien? Et la voix de Céline a répondu, Stéphane? Mon Dieu, non. Il est tellement enterré dans son chantier de viaduc qu'il remarque à peine que j'existe. Ça rend les choses plus faciles, honnêtement. La pièce était plongée dans un silence de mort, à l'exception de l'enregistrement. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Céline fixait Léa avec un mélange de choc et de fureur. Maître Lefebvre prenait frénétiquement des notes. Léa a laissé l'enregistrement se terminer, puis en a lancé un autre. Celui-ci venait de notre cuisine, d'après les bruits ambiants. Céline était au téléphone. Mathieu, tu dois être patient, disait-elle. Une fois que le divorce sera prononcé, on pourra s'afficher. Mais pour l'instant, je dois passer pour la victime, la femme délaissée. C'est mieux pour obtenir la garde. Non, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Il est totalement à l'ouest. Mes mains tremblaient. Mathieu. Le coach personnel de la salle de sport où Céline allait 4 fois par semaine. L'abonnement que je payais. Léa a arrêté l'enregistrement et a regardé Madame Bernard. Il y en a 14 autres, a-t-elle dit calmement. Certains sont des appels, d'autres des conversations à la maison. Certains. Elle m'a jeté un regard désolé. Date des moments où il venait à la maison quand papa travaillait tard. Madame Bernard a posé son stylo. Léa, comment as-tu fait ces enregistrements? Avec mon iPad, a répondu Léa. J'ai remarqué que maman commençait à agir bizarrement il y a 6 mois. Elle était plus heureuse, mais d'une façon étrange, et elle était tout le temps sur son téléphone, le cachant dès que j'entrais. Puis elle a commencé à mentionner de plus en plus souvent que papa travaillait trop. Elle me disait des choses comme ton père ne s'intéresse plus à nous ou on serait mieux sans lui. Elle m'a regardé et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Mais je savais que ce n'était pas vrai, papa. Tu travaillais dur, mais tu m'appelais en FaceTime tous les soirs quand tu rentrais tard. Tu m'aidais quand même pour mon exposé de SVT, même si c'était à minuit. Tu essayais. Alors j'ai commencé à enregistrer. Je laissais mon iPad dans la cuisine avec l'application dictaphone allumée. Maman ne savait pas que cet iPad pouvait encore enregistrer du son. Elle pensait qu'il était cassé, mais je l'avais réparé en regardant des tutos sur YouTube. Elle s'est tournée vers la médiatrice. J'ai enregistré parce que j'avais peur. Peur que maman fasse croire à tout le monde que papa était méchant. Et il n'est pas méchant. Il était juste vraiment, vraiment occupé. Céline a enfin retrouvé sa voix. Léa,
Tu n'avais pas le droit. Non, l'a interrompu Léa, sa voix devenant plus forte. C'est toi qui n'avais pas le droit de mentir. Tu n'avais pas le droit de tout mettre sur le dos de papa alors que c'est toi qui le trompais. Tu n'avais pas le droit d'essayer de m'éloigner de lui alors qu'il n'a rien fait de mal. Des larmes coulaient sur son visage maintenant, mais elle a continué. Je t'ai entendu parler à l'avocate la semaine dernière, maman. Tu as dit qu'à la fin de la procédure, Stéphane aurait de la chance s'il obtenait des droits de visite surveillés. Tu essayais de me voler mon père, pourquoi? Pour rester avec Mathieu? Madame Bernard a levé la main. Tout le monde, prenons un moment. Elle a regardé l'avocate de Céline. Je dois entendre ces enregistrements. Tous. Maître Lefebvre, est-ce que votre cliente souhaite contester leur authenticité? L'avocate et Céline ont échangé un regard. Le visage de Céline était passé du pâle au rouge vif. Nous avons besoin de nous consulter, a dit l'avocate. Prenez votre temps, a répondu Madame Bernard. Elle s'est tournée vers Léa. Ma puce, je sais que cela a dû être incroyablement difficile pour toi de garder tout ça pour toi. Tu es très courageuse. Léa a essuyé ses yeux. Je voulais juste que la vérité compte, a-t-elle chuchoté. La médiatrice a ordonné une suspension de séance. Céline et Maître Lefebvre sont sortis dans le couloir, j'entendais des voix fortes à travers la porte. Maître Dupuis s'est tourné vers moi, vous étiez au courant? J'ai secoué la tête, incapable de parler. J'avais l'impression d'être sous l'eau. Léa est venue me serrer dans ses bras. Je suis désolé, papa. Je sais que ça fait mal, mais je ne pouvais pas la laisser t'enlever de ma vie. J'ai serré ma fille, cette enfant de 12 ans si intelligente et courageuse qui avait porté ce fardeau seule pendant des mois. Tu n'as pas à t'excuser, ai-je réussi à articuler. Pas pour ça. Nous avons passé les 2 heures suivantes à écouter les enregistrements avec la médiatrice. Certains étaient accablants de façon évidente, des conversations intimes ou des préparatifs de rendez-vous secrets. D'autres étaient plus subtils mais tout aussi révélateurs, Céline se répétant ce qu'elle devait dire en médiation, discutant de la stratégie pour me faire passer pour un père négligent. Un enregistrement m'a particulièrement marqué. Il datait d'1 mois environ. Céline était au téléphone, probablement avec Mathieu, le timing est parfait. Le projet de Stéphane est dans sa phase finale, donc il fait des horaires de dingue. Quand je vais déposer la demande, on aura l'impression qu'il nous a abandonnés au moment le plus critique. Le juge verra un schéma de négligence. Et avec ce que Léa dira sur son absence. Et si Léa ne va pas dans ton sens? Demandait la voix de Mathieu. Elle a 12 ans, répondait Céline avec dédain. Elle dira ce que je lui dirai de dire. Les enfants sont toujours du côté du parent qui est là physiquement. En entendant cela, en entendant le cynisme de Céline qui pensait pouvoir manipuler notre fille comme un pion, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas seulement une affaire d'infidélité. C'était un plan calculé pour me détruire en utilisant notre enfant comme une arme. Quand la séance a repris, Céline semblait défaite. Son avocate était professionnelle mais sombre. Ma cliente souhaite faire une déclaration, a dit Maître Lefebvre. Céline a pris une inspiration. J'ai fait des erreurs, évidemment. Mais Stéphane, tu dois comprendre. Je me suis senti abandonné pendant des années. Cette liaison était une erreur, je le sais. Mais c'est toi qui m'y as poussé. Tu n'étais jamais là. Ce n'est pas une explication, ai-je dit doucement. Et ce n'est certainement pas une excuse. Madame Bernard est intervenue. Céline, je vais être direct. Ces enregistrements sont extrêmement problématiques. Ils montrent non seulement l'infidélité, ce qui n'est pas forcément pertinent pour la garde, mais surtout une volonté de tromperie dans la procédure de divorce, une manipulation de votre fille et de fausses allégations contre Stéphane. Cela est très pertinent pour la garde. Elle a marqué une pause. Au vu de ce que j'ai entendu, je vais recommander que Stéphane obtienne la résidence principale de Léa, avec pour vous des droits de visite qui pourraient être encadrés jusqu'à ce que vous suiviez un suivi psychologique et démontriez que vous pouvez coparenter sans manipulation. Le visage de Céline s'est effondré. Vous ne pouvez pas. C'est ma fille. Et vous étiez prête à l'utiliser contre son père, a répondu Madame Bernard fermement. Léa a besoin de stabilité et d'honnêteté. Pour l'instant, Stéphane est mieux placé pour lui offrir cela.
Les retombées juridiques ont pris des semaines. Maître Lefebvre s'est retiré du dossier pour des raisons éthiques. Céline a dû prendre un nouvel avocat. L'accord de garde est devenu officiel, j'ai obtenu la garde principale. Céline a obtenu un droit de visite par semaine et un appel vidéo, avec une réévaluation après 6 mois. Mais il y a eu d'autres conséquences. 2 semaines après la médiation, j'ai reçu un appel d'un ami qui m'avait conseillé Maître Dupuis. « Dis-moi, tu connais un certain Mathieu Patterson ?» Le coach de Céline, ai-je répondu amèrement. Pourquoi? Sa femme vient de demander le divorce. Apparemment, quelqu'un lui a envoyé des enregistrements de son mari discutant de sa liaison. Elle va le dépouiller au tribunal. J'ai regardé Léa, qui faisait ses devoirs sur la table de la cuisine. Elle a croisé mon regard et a fait un petit haussement d'épaule. Tant mieux, ai-je dit. Mathieu a tout perdu, sa femme et son boulot, car la salle de sport l'a licencié pour faute éthique, liaison avec les clientes. La carrière de Céline en a aussi pris un coup. Quelqu'un, je n'ai jamais demandé qui, mais j'ai mes doutes, a fait fuiter l'histoire au RH de son agence. Bien qu'il ne puisse pas la licencier pour sa vie privée, sa crédibilité a été entachée. Elle a été écartée d'une promotion importante et a dû déménager dans un petit appartement en banlieue lyonnaise. La vie dorée qu'elle projetait avec Mathieu s'est évaporée. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Juste de la tristesse pour les années gâchées et pour ce que Léa avait dû traverser. Léa et moi avons passé l'été à reconstruire notre relation. J'ai pris 3 mois de congé sabbatique, ce que je n'avais jamais fait. Nous sommes partis dans les Alpes, nous avons fait de la randonnée, passé des week-ends au bord du lac à Annecy à regarder le coucher du soleil. Nous avons parlé, vraiment parlé de tout, du divorce, de ses sentiments, de ce qu'elle avait ressenti en enregistrant ses conversations. Je me sentais comme une espionne, m'a-t-elle avoué un soir. Je me sentais coupable, comme si je trahissais maman, mais je sentais aussi que si je ne faisais rien, j'allais te perdre. Et je ne pouvais pas laisser faire ça. Tu n'aurais jamais dû avoir apporté ça, lui ai-je répondu. Ce n'était pas ton rôle. Mais quelqu'un devait dire la vérité, a-t-elle dit. Et les adultes étaient tous tellement occupés à se battre ou à mentir que je pensais que personne d'autre ne le ferait. En septembre, je suis retourné au travail. Mais différemment. J'ai refusé la promotion d'associé. J'ai pris un poste avec des horaires fixes, sans week-end, sans heures sup à rallonge. Oui, ça signifiait moins d'argent. Oui, ma carrière allait ralentir. Mais cela signifiait être là quand Léa rentrait du collège. Cela signifiait cuisiner ensemble. Cela signifiait tenir mes promesses. Céline et moi avons fini par développer une relation de coparentage fonctionnel. Cela a pris du temps, une thérapie et beaucoup de discussions difficiles. Elle a terminé son suivi, a assumé ses actes et a progressivement regagné des droits de visite classiques. Je ne pense pas que Léa lui fera de nouveau totalement confiance, mais elle reconstruise quelque chose. Ce n'est plus comme avant, mais c'est réel. 1 an plus tard, Léa et moi étions au parc de la Tête d'Or à donner des noisettes aux écureuils. Elle avait 13 ans maintenant, plus grande, plus sûre d'elle. Le poids qu'elle portait s'était envolé. « Papa » a-t-elle demandé, « est-ce que tu regrettes d'avoir travaillé si dur sur ce viaduc ?» J'ai réfléchi. Je regrette le temps que j'ai manqué avec toi. Je regrette de n'avoir pas vu ce qui se passait dans mon mariage. Mais je ne regrette pas le travail en lui-même. Ce pont servira à des milliers de personnes pendant des décennies. C'est important. Mais nous sommes plus importants. Tu es plus important, a-t-elle insisté. C'est vrai, ai-je confirmé. Et je suis désolé qu'il ait fallu que je manque de te perdre pour le comprendre. Elle s'est appuyée contre mon épaule. Tu ne m'as jamais perdu, papa. Tu n'aurais jamais pu. J'ai juste dû m'assurer que tout le monde le sache aussi. En regardant en arrière, je comprends ce que je ne voyais pas alors. Léa ne m'a pas seulement sauvé d'une perte de garde. Elle m'a sauvé d'un naufrage personnel, d'une vie sacrifiée à l'urgence au détriment de l'essentiel. Elle m'a forcé à voir que le succès professionnel ne vaut rien si on n'a personne avec qui le partager. Et elle m'a appris que les enfants voient tout. Ils remarquent les chaises vides, les spectacles manqués, les promesses brisées, mais ils remarquent aussi les efforts, les appels vidéo tardifs, les tentatives d'être présent même quand on est physiquement loin. Ils comptent les points, et ils comprennent bien plus de choses qu'on ne le croit.
La vérité, je l'ai appris, n'arrive pas toujours par des arguments logiques ou des dossiers d'avocats. Parfois, elle arrive par les yeux clairs d'un enfant qui refuse les mensonges, même quand ces mensonges seraient plus confortables pour tout le monde. Céline a fait des choix qui ont détruit notre mariage. Mais j'ai fait des choix aussi, celui de privilégier le travail, de supposer que Céline serait toujours là à m'attendre, de tenir ma famille pour acquise. Aucun de nous n'était irréprochable. La différence, c'est que Léa a vu clair à travers nos échecs respectifs et a choisi l'honnêteté plutôt que le confort. Si vous lisez ceci et que vous travaillez 60 heures par semaine en vous disant que c'est pour l'avenir de votre famille, écoutez bien, votre famille a besoin de vous maintenant, au présent. Ils ont besoin de votre temps plus que de votre argent, de votre présence plus que de vos promotions. N'attendez pas qu'une crise vous force à réaliser ce qui compte. Et si vous traversez un divorce difficile, n'oubliez pas que vos enfants observent tout. Ils se forgent une opinion, rassemblent leurs propres preuves, décident à qui faire confiance. Soyez le parent à qui ils peuvent confier la vérité, même quand elle fait mal. Léa a 16 ans aujourd'hui. Elle s'épanouit, elle est excellente au lycée, capitaine de son équipe de foot et parle déjà de faire une école d'ingénieur, peut-être l'INSA ou le STP. Elle veut concevoir des ponts comme son père, mais en mieux, dit-elle. Des ponts qui relient les gens, pas seulement les lieux. La semaine dernière, elle a demandé à revoir les enregistrements qu'elle avait faits. Je les avais gardés sur un disque dur, au cas où. Nous en avons écouté quelques-uns ensemble. J'ai l'air si jeune, a-t-elle dit. Tu étais jeune, ai-je répondu. Trop jeune pour avoir à faire ce que tu as fait. Peut-être, a-t-elle dit, mais je le referai. Tu méritais la vérité. Et je méritais de garder mon papa. Elle a coupé l'enregistrement et m'a regardé. Tu penses que maman aurait gagné si je n'avais pas tout enregistré? J'ai réfléchi honnêtement. Je ne sais pas. Le système n'est pas parfait et elle était très convaincante. C'est effrayant, a dit Léa. Ça l'est, ai-je acquiescé. Mais c'est aussi pour ça que la vérité est si importante, pourquoi les preuves comptent, pourquoi il faut être prêt à parler même quand c'est dur. Même quand ça veut dire blesser des gens qu'on aime, a-t-elle ajouté doucement. Même là, ai-je confirmé. Parce que le vrai amour, ce n'est pas protéger les gens des conséquences de leurs actes. C'est tenir assez à eux pour être honnête, même quand l'honnêteté nous coûte quelque chose. Léa a fermé l'iPad. Je suis contente que ce soit fini. Contente qu'on s'en soit sorti. Moi aussi, ma puce. Moi aussi. Nous construisons une belle vie maintenant, Léa et moi. C'est différent de ce que j'imaginais il y a 15 ans quand j'étais devant l'autel. Mais c'est authentique. C'est ancré dans le présent. C'est bâti sur la vérité plutôt que sur des suppositions. Et parfois, quand je traverse le viaduc sur lequel j'ai tant travaillé, ce projet qui m'a coûté ces années-là, je pense au prix payé. Un mariage, certainement. Une partie de l'enfance de ma fille, partiellement. Mes certitudes, totalement. Mais cela m'a aussi donné quelque chose d'inattendu. Cela m'a donné une fille assez courageuse pour exiger la vérité quand les adultes choisissaient des mensonges confortables. Cela m'a donné une seconde chance d'être le père que j'aurais dû être depuis le début. Les ponts sont conçus pour supporter des charges, pour résister au stress, pour relier deux rives au-dessus d'abîmes impossibles. J'ai passé des années à en construire avec de l'acier et du béton. Mais le pont le plus important que j'ai jamais construit, c'est celui qui m'a ramené vers ma fille. Un pont construit non pas sur des plans d'ingénieur, mais sur l'honnêteté, la présence et le courage d'une petite fille de 12 ans qui a refusé que les mensonges définissent notre histoire. Ce pont-là durera plus longtemps que n'importe quelle structure que j'ai pu dessiner. Et contrairement au viaduc, c'est un pont que je traverse chaque jour, reconnaissant pour ses fondations qui ont failli rompre mais qui ont tenu bon quand c'était vraiment nécessaire. Cette histoire est un rappel puissant que nos enfants voient bien plus que ce que nous pensons. La loyauté et le courage de cette jeune fille sont incroyables. C'est une leçon de vie sur l'importance de la vérité et de la présence parentale au-delà de la réussite matérielle. Qu'auriez-vous fait à la place de ce père ou de cet enfant? Et vous, pensez-vous que Léa a bien fait d'enregistrer sa mère en secret pour protéger son père, ou aurait-elle dû rester en dehors des problèmes des adultes? Donnez-moi votre avis dans les commentaires.